tout à fait ravie d'avoir fait la rencontre il y a quelques minutes avec Mariana Enriquez, que je remercie de nous donner de son temps. Elle est très généreuse avec son temps, puisque comme vous le savez, elle est membre du jury et peut-être qu'elle aurait voulu prendre un peu de repos pendant cette petite heure, mais je crois qu'elle a aussi beaucoup de plaisir à parler de son œuvre. Je remercie aussi James Berkla Lewis pour cette ouverture qu'il nous fait sur le pan littéraire de tout ce monde de terreur et d'horreur. Et j'aimerais aussi saluer Adela Tintoré qui va nous traduire le reste de cet entretien, puisque maintenant je vais passer à l'espagnol. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais enfin, partons du principe que tout va se dérouler en espagnol et que c'est Adela Tintoré qui va vous traduire. Alors moi, je suis Dolores Phillips Lopez et j'enseigne les littératures hispano-américaines aux universités de Lausanne et de Genève depuis de nombreuses années. Et c'est un plaisir donc de rencontrer une écrivaine qu'on commence à étudier aussi maintenant à l'université. Et je me permets de passer à l'espagnol pour présenter Mariana Enriquez, que peut-être tout le monde ne connaît pas. Mariana, en el ámbito de los estudios dedicados a la literatura dans le hispanoamericana, cadre des études consacrées à la littérature latino-américaine d'où je viens, l'œuvre de Mariana, ton œuvre, est aujourd'hui une référence indispensable. Et ceci, non seulement parce qu'elle est représentante d'une veine féminine actuelle et très nombreuse de la littérature fantastique ou d'horreur en Amérique latine, mais encore parce que, qu'elle le veuille ou non, l'œuvre de Mariana Enriquez s'inscrit dans une longue et maintenant célèbre tradition du fantastique argentin, ou plus largement du Rio de la Plata, qui démarre notoirement au XIXe siècle avec l'œuvre de l'écrivaine gothique romantique argentine, Juana Manuela Gorriti. Et puis ensuite, ceci se mélange avec les Quiroga, Hernández, Borges, Bioy Casares ou Silvina Ocampo, et évidemment sans oublier Cortázar. Donc c'est vraiment une tradition très riche. Et en plus, Mariana, en plus d'être journaliste assidue, elle travaille pour le supplément littéraire culturel Radar du journal argentin, page 12. Elle est en plus agent culturel et directrice du Letras del Fondo Nacional de las Artes. Et puis elle a publié plusieurs romans depuis 1994-95. Et maintenant, après je vais vous dire quels sont les titres de ces romans, mais maintenant je veux vraiment mentionner le dernier roman qui a été publié par Mariana Enriquez, qui est Notre part de nuit, Nuestra parte de noche, qui a été traduite en français, ça fait moins d'un an, en 2021. Notre part de nuit. C'est un roman qui a reçu maintes prix et il a été qualifié comme le roman phénomène, un roman sensationnel en fait. Et après, nous reviendrons sur lui. Je vais parler avec Mariana par la suite. Il y a aussi des livres de contes qui sont inoubliables, comme Los peligros de fumar en la cama, les dangers de fumer au lit. Et il n'y a pas encore de traduction au français, mais on a Las cosas que perdimos en el fuego, qui a été traduit à beaucoup de langues et maintenant en français aussi, avec le titre Ce que nous avons perdu dans le feu. Et ces livres de contes ont contribué de façon décisive à la diffusion de ton œuvre, Mariana, à niveau international. Et puis, les facultés d'écrivaine de Mariana sont énormes parce qu'elle a aussi travaillé sur une biographie de Silvina Ocampo, qui est cette écrivaine argentine de monde bizarre et cruel parfois.
ainsi qu'un livre que j'ai trouvé très, très spécial et intéressant. C'est Alguien camina sobre tu tumba, ce sont des récits de voyage à des cimetières. Je crois qu'il y a plus de 20 cimetières qui apparaissent là. Alors, Mariana, puisque je viens de te présenter, j'aimerais te dire qu'en lisant des études, des références sur ton œuvre, l'on tombe sur différentes catégories esthétiques et on dit que c'est du terreur, du macabre, du gothique, de la magie, de l'ésotérisme, de l'horreur, de la fantasmagorie, de l'occultisme. Et aussi on parle de réalisme gothique ou de terreur féministe. Est-ce que tu reconnais le profil de tes œuvres dans ces qualifications, tes qualificatifs? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en trop ou quelque chose qui manque pour que le public sache comment tu vois toi-même ton propre œuvre? Merci d'être venu ici. Merci à tous. Waouh, quelle question difficile. Voilà, moi j'aime bien écrire du fantastique. Peut-être ce qui me définit, c'est le gothique. L'oratrice a le micro trop près de la bouche et on n'entend pas bien du tout. Il faudrait qu'elle éloigne un petit peu le micro. Si quelqu'un écoute, des techniciens, s'il vous plaît, on n'entend pas l'oratrice. Elle a le micro trop près de la bouche et on n'entend pas l'oratrice. Pardon, excusez-moi, on n'entend pas le... On n'entend pas l'oratrice, excusez-nous, on n'entend pas. Il faut qu'elle éloigne le micro. C'est bon, merci. Parfois, ce que je ne veux pas, c'est me sentir embarrassée parce qu'on me dit que je suis une écrivaine de terreur. J'aime bien les histoires de terreur, mais je n'ai jamais pensé à ce genre, un genre comme quelque chose de fermé. Et puis, je n'ai jamais pensé comme quelque chose qui n'avait pas la même catégorie que le réalisme. Moi qui a parlé de terreur féministe, non, je ne me reconnais pas là-dedans parce que je peux être féministe moi-même en tant que citoyenne, mais pas en tant qu'écrivaine. Je préfère penser à l'activisme féminin, mais pas à une littérature que l'on peut définir comme féministe. Pour la littérature, je ne peux pas explorer les complexités d'une personne qui se définit comme féministe. Ce serait trop dogmatique. Donc non, ce n'est pas comme ça. En fait, non. En fait, pas la terreur féministe. Question. Très bien. Tu viens de parler de l'activisme, de cette dimension politique qui conditionne pratiquement tout, même si on ne le veut pas, et les lecteurs de tes contes, et surtout de ce dernier roman, Notre part de nuit, nous voyons qu'il y a ces horreurs surnaturelles, ces inquiétudes, ces raretés, l'occultisme, et nous voyons aussi une réalité atroce, horrible, avec des situations sociales, pas seulement dans ce roman, mais aussi dans d'autres contes, des réalités qui sont difficiles de regarder en face. Et il y a aussi des références à la dictature militaire des années 70 et 80 en Argentine. Ceci apparaît de façon réitérée. Alors, quelle est l'intention avec laquelle tu laisses constance dans ces contes terrorisants
avec quelle intention tu laisses constance de ces contenus sociopolitiques d'une façon tellement explicite? Réponse. Moi, j'ai commencé à écrire en disant je vais écrire de la terreur, du genre. C'était fumer au lit. Fumar en la cama. Et j'avais écrit deux romans avant. Mais c'était un autre genre. C'est des choses horribles, mais pas des trucs de genre. Et je me demandais comment une personne qui est née et vit en Amérique latine, quels sont les contenus que doit avoir cette terreur? Parce que ce n'est pas les contenus d'un château et de la neige. Ça doit être quelque chose de différent que j'avais vu dans les mythologies d'écrivains nord-américains. En fait, moi, j'ai appris quel était le contenu en lisant Stephen King, parce que lui, il travaille avec les traumatismes des États-Unis. Donc, avec ce roman Carrie, par exemple, qui travaille avec une massacre scolaire, le fanatisme scolaire, c'est aussi politique, des problèmes sociaux, etc. On n'entend pas, pardon, on n'entend pas. Il y a des pouvoirs surnaturels, paranormaux, et il y a des événements toutes les semaines aux États-Unis. Alors moi, je dois faire la même chose par rapport à un contenu qui soit propre de Mariana, de l'Argentine et de l'Amérique latine. Donc, quelles sont les peurs, mes peurs, les peurs des gens, et les peurs du continent et de mon pays? Mon pays et mon continent a énormément de problèmes politiques et sociaux, et ceci fait que la vie soit très, pas du tout sûre. Et le sentiment le plus qui est le plus prévalent, c'est l'incertitude. Et je pense en plus que certaines réalités, parfois le réalisme n'est pas suffisant, ne peut pas refléter la réalité. En Argentine, c'est trop court, ça ne va pas suffisamment loin. On n'arrive pas à montrer l'horreur de cette situation. Donc il faut pour cela augmenter le volume. Et je pense que le cinéma fait aussi ça. Tu es dans une autre réalité et l'on présente une autre réalité alternative, qui est plus semblable à la réalité réaliste, mais qui touche aussi cette peur. Et ceci a à voir avec une sensibilité et des sentiments. Question. Dans ce sens, alors, en lisant les contes, le roman et surtout les contes, qui est là où j'ai été le plus impactée, ce couple, ce binôme apparition, disparition, apparu, revenant, disparu. Des gens, des personnes qui disparaissent complètement. Ce couple apparu ou revenant disparu serait utile pour interpréter beaucoup d'aspects, beaucoup de thèmes, beaucoup de personnages. Et peut-être que tu pourrais nous dire, ces revenants, ces disparus, quelles nouvelles nous amènent-ils avec leur présence et absence? Qui sont-ils, ces apparus et disparus? À part les relations politiques à cause de la dictature, mais aussi
Et surtout, à quoi nous renvoie cette présence fantasmatique qui parcourt tous tes textes? Bon, moi, je dois commencer par dire que j'ai grandi dans la dictature. La dictature a fini en l'année 83, mais une dictature ne finit pas comme ça du jour au lendemain lorsqu'elle est finie. Tout ceci, c'est traumatique. En espagnol, apparu, revenant, aparecido, est synonyme de fantasme. Oui, en français, on dirait revenant. Oui, je pense que oui. Donc, cet apparu, ce revenant, c'est quelqu'un qui avait disparu. C'est un mot qui est en Argentine et en Amérique latine tout à fait lié à la politique, parce que ce qu'ils ont fait avec les corps, c'est les séquestrer, les faire disparaître. En Argentine, on les a lancés à la mer ou au Rio de la Plata, qui est un fleuve très utile pour ces trucs-là. Mais comme une dictature ne finit pas quand elle finit, et chaque pays a ses propres disparus, il y a des pays qui ont un énorme pays de narcotrafiquants, et ils ont leurs propres disparus. Ceux qui ont des problèmes avec l'activisme écologique aussi. Le Brésil a les deux. Le Chili, le Pérou a des disparus sociaux. Le Mexique, de tout type de disparus. Des crimes aussi. Et il y a quelque chose dans le corps qui manque. C'est un corps qui est traversé comme tous les autres par le fantôme et le traumatisme de la dictature. Et tout ceci provoque une sorte de trame terrorifique avec cette sensation que ton pays est en train de disparaître, que devient un fantôme, que tous ces gens qui ont été tués vont revenir ou pas. Moi, j'ai encore des amis qui ont mon âge, qui savent que leurs parents sont disparus et comme ils n'ont pas leur corps, ils pensent qu'ils vont revenir. Et c'est des gens de 50 ans. Et c'est pour ça que je dis la dictature ne finit pas quand elle finit. Ça, c'est le traumatisme. Il y a des pays qui ont utilisé l'arme de faire disparaître des personnes. Et ce que provoque ceci, c'est un traumatisme qui crée ce fantôme, ces fantômes. Quand on appelle ça terrorisme d'État, on l'appelle comme ça chez nous, le terrorisme d'État, parce que l'État attaque ses propres citoyens et puis au lieu d'aller devant les tribunaux, c'est un État terroriste. À part ce qu'ont dit les citoyens qui étaient dans des organisations armées, ça c'est à part. Ils ont créé un type, un genre, une façon de peur. Moi, je me souviens de la dictature, pas d'aspect politique, mais je me souviens de la peur de mon père, la peur des voisins. Moi-même, j'avais de la peur. J'avais très peur. J'ai passé une enfance avec énormément de peur. Et je lisais, je voyais de la terreur. C'est assez spécial, mais c'est un mécanisme de l'imagination qui après est devenu créatif. Question. Après, je te poserai encore la question à propos de cette peur que l'on a, que l'on ressent, cette sensation de peur. Mais j'aimerais te faire une question un peu générale et après j'aimerais aussi présenter au public quelques détails et parler de ce roman exceptionnel qui mérite quelques questions encore. Mais
une idée que j'ai retrouvée ici et là dans des entretiens que l'on t'a fait, c'est que tu considérais comme un besoin de défendre. Tu n'utilisais pas ce mot défendre, mais oui, de promouvoir, de donner une visibilité, de donner une place plus grande à cette littérature de genre, de littérature de terreur, de fantastique, de science-fiction. Et moi, cependant, je vois tout autour de moi, et tout le monde en voit, ce festival est vraiment une spécificité, mais il y a une grande attention, une attention plutôt massive du grand public pour les séries, pour le cinéma, pour des lectures, même la littérature des jeunes. Ces dernières années, on a vu une sorte de ferveur, une adhésion du public envers ce genre. Pourquoi penses-tu qu'il est tellement important de continuer de promouvoir ce genre? Réponse. D'abord parce que je pense que pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Donc à un moment donné, il est devenu très important pour les jeunes, je ne sais pas pour les adultes aussi, mais il y a un moment où, à un certain âge, il faut lire des histoires de famille, des choses comme ça. C'est dommage parce que on perd une grande partie de la littérature très, très importante. Le fait que ceci soit associé tellement à des lectures de jeunes, ça me choque un peu parce que moi j'ai presque 50 ans, je préfère la terreur qu'à n'importe quelle autre chose. Et en plus, je pense que l'étude sérieuse entre écrivains et académiques est assez récente. Et surtout, ceci a été un terrain d'écriture des femmes. Le néogothique féminin du 19e siècle, pas seulement en Amérique latine, mais aussi partout, mais c'était un truc pour femmes. Et là c'est où ça a commencé à devenir mineur, inférieur, disons. Un genre mineur parce que c'était comme pour les filles. Et la littérature populaire, et puis en plus aussi méprisée en tant que populaire. Ça peut être très populaire et gagner ou faire gagner beaucoup d'argent, mais ceci n'a pas à voir avec le prestige. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'on dise ceci est de la littérature, et point. C'est aussi de l'entretien, mais il y a des gens qui passent aussi leur temps à lire de la littérature de voyage ou de la guerre. Donc, tout le monde, personne ne lit pour souffrir, disons, littérature allemande. Pour moi, il est important de diffuser cela parce qu'il y a de grands écrivains qui sont dans une partie, un genre déterminé. Divertissement ou... Bon, il y a par exemple Star Wars, mais... C'était une... Borges était à Genève, mais c'était un homme, et je vais lui faire un peu le mépris de ne pas aller à Genève, je vais aller à Zurich. Donc, mais bon, tous les contes qu'il a présentés sont fantastiques, sont merveilleux, et il s'est bien positionné en tant qu'érudit, parce qu'il c'était un homme. Mais lui, ce qu'il lisait, c'était Stevenson, Lovecraft, Dickens, populaire. Et l'opération que fait Borges, à part sa personnalité élitiste, lui était élitiste, mais pas son opération.
Ce n'est pas une opération élitiste. Il récupérait une littérature très populaire, Stevenson, Chesterton. Et en fait, la littérature élégante ne lui plaisait pas beaucoup. Il aimait le roman. Il n'aimait pas le roman. Il disait non, mais si on a les contes, pourquoi est-ce qu'on veut des romans? Mais en fait, le roman est aussi nécessaire, en fait. Pour lui, ce n'était pas nécessaire. Donc moi, Borges, personne ne le mettrait dans littérature fantastique ou de terreur. Et moi, je revendique ce type de traitement pour tous les écrivains de genre. C'est bien. Qui veulent rester en genre science-fiction, parfait. Chacun peut se définir comme il veut. Mais vu de l'extérieur, on ne doit pas forcément être à part. Par exemple, je me souviens d'avoir lu un comique, une BD, Alan Moore, que j'aime beaucoup. Alan Moore, qui prend des aspects de Borges et sans aucun préjudice le met dans sa BD. Et c'est tout. Moi, c'est ça que j'aime. C'est une énorme littérature qui, sans racines très élevées, et qui devient très populaire en une BD. Et quand on change de maison, on n'est pas sûr si on va le prendre avec ou pas, parce qu'après, peut-être qu'on ne va pas le retrouver. No es que la gente va a dejar de leerlo o va a dejar popular o que sea muy importante que sea considerado. C'est pas que les gens vont arrêter de le lire ou que ça va être considéré de la haute littérature, mais c'est de la énorme, de la bonne littérature. Il y a vraiment des écrits beaucoup plus intéressants que ceux des écrivains les plus importants, les plus connus. Oui, question. Quand tu dis que Moore reprend sans aucun préjudice et on ne devrait même pas dire haut ou bas. Là, il est en train vraiment de faire un grand hommage à Borges. Comme disait Benjamin, quand les gens n'étaient pas contents parce qu'ils aimaient tellement le cinéma dans les années 20-30 et que cela a commencé à être massif, cette attention au cinéma. Il disait, c'est dire, très bien, tant mieux. Plus de gens, plus de prestige dans ce sens, plus de reconnaissance. Donc, Mariana, justement, ce que je veux maintenant, c'est parler pendant quelques minutes, parce que le temps passe très vite, à ce roman qui a reçu des prix dans le milieu hispanophone, mais pas seulement. Par exemple, l'imposant prix Herralde de roman, le prix aussi de la critique littéraire en Espagne, le prix, il a aussi reçu le prix du festival de science-fiction, terreur à Gijón en Espagne. Donc, lorsqu'il a été en plus publié en français, il a connu le même succès. Il a reçu beaucoup de prix. Par exemple, je veux citer les prix des librairies Payot, que nous connaissons ici. C'est le prix des libraires, un prix suisse, il faut le dire, et puis entre d'autres prix de libraires du Québec, le prix que ton roman Notre part de nuit a reçu dans d'autres festivals qui sont consacrés à la littérature de l'imaginaire. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire lorsque je disais que c'est non seulement le roman phénomène, mais un roman phénoménal. Donc je vais lire 2 lignes, si vous me le permettez, qui viennent directement de la traduction en français. Je vais le lire en français. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils ? À qui cherche-t-il à échapper ? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère, Rosario, a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète
riche et puissante, l'ordre, installé dans la province de Misiones, bordée par les chutes d'Iguassou, qui entre en contact avec les ténèbres, l'obscurité, dit le roman, pour percer les mystères de la vie éternelle. Mariana, ce roman est très dense, d'une densité impressionnante, mais la lecture est fluide et le fait de travailler avec tellement de références, de cette intertextualité si grande, avec des références musicales, avec des lectures, avec les saints locaux argentins, des mythes, des aspects populaires des Guaranis. Tout ça forme une montagne de références, une panoplie de références. Et malgré cette richesse, tu réussis à créer une densité, une épaisseur qui est ce qui nous interroge. On n'est jamais perdu, même si l'histoire n'est pas chronologique. On peut la suivre, on peut la suivre. Il y a des choses qui ont commencé avant, d'autres après, mais la circulation est très agréable à lire. Donc c'est pour ça que je disais que la lecture est fluide. Et c'est curieux parce que une fois que l'on finit le film, le roman, pardon, le livre, on voit tout ce qu'on a traversé. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais montrer avec cette sorte de maelstrom historique et culturel, en plus d'imaginaire, qui nous amène à des endroits inconnus? Qu'est-ce que tu voulais exprimer ou signifier? Réponse. Après avoir écrit beaucoup de contes, je voulais l'expérience d'entrer dans un roman, être pendant 3 ans avec les personnages. Et ceci implique une immersion. On est là-dedans et chaque personne doit avoir son monde, ses préférences, ses goûts, etc. Ensuite, moi, je sentais que dans les contes, j'étais en train de construire une planète comme ça, une autre planète comme ça. Et je voulais que le roman fût une constellation avec toutes mes obsessions de tarot, d'occultisme, de rock, de sexe, de tout. Certaines choses très érudites, d'autres pas trop ou pas tellement. En plus, ce que je voulais, c'est que ce soit un roman très argentin et donc très divers. Il y a le thème de l'immigration, celui de l'héritage de père à fils, la crise économique, l'influence de l'Europe, les peuples autochtones de l'Argentine et de l'Amérique latine, le mélange de langues. Il y a beaucoup de personnages qui parlent en anglais. Il y a l'influence du Royaume-Uni en politique et puis dans la sphère culturelle aussi. Il y a une grande partie de notre littérature qui ne s'explique pas sans Poe, Edgar Allan Poe. Donc Quiroga ne s'explique pas sans Poe. Il y a aussi le thème de la géographie énorme, les espaces énormes. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un espace énorme et en même temps dans un pays périphérique?
Il y a le thème de la périphérie, de la mode aussi, de la diversité sexuelle. Donc je voulais laisser constance de toute cette diversité. Je voulais que ce soit un roman très divers et très local, en disant, voilà, mon pays, mon continent est énormément vaste, complexe, et les choses qui nous influencent et que nous aimons sont toutes différentes. Entre personnes, entre pays, entre villes, il y a une énorme complexité culturelle et une énorme influence culturelle de tous les endroits, de partout. Ce n'est pas des pays fermés, c'est pour ça que c'est le nouveau monde. Il y a énormément d'informations qui circulent et je voulais que le roman reflète ceci, mais pas depuis le pittoresque ou la couleur locale, plutôt depuis la complexité. En disant, voilà, tout ça conforme le monde d'une personne qui vit là-bas. Et notre formation est comme ça. Nous sommes formés comme ça. En Argentine, nous lisons plus de traductions que d'écrivains propres, ou 50-50. Et tous les pays sont comme ça. Chaque pays est une petite métropole. C'est un peu bizarre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très jeune. C'est un continent adolescent encore. Et comme les adolescents, ils mettent des posters sur les murs, depuis le niveau politique jusqu'à tout ce qu'ils aiment. Il y a cet esprit adolescent dans le roman, même si ce qui arrive est horrible. Question, oui, il y a des choses terribles, horribles, mais c'est pour ça que l'on sort de la lecture en pensant que l'on a lu quelque chose d'éblouissant, mais sans avoir la prétention d'éblouir. Simplement, comme tu dis, ça essaye de restituer cette épaisseur, cette complexité, tout l'aspect compliqué et cet aspect du quotidien, du défi quotidien. Et aussi à propos de l'histoire, comme tu viens de dire, avec l'arrivée des migrations, etc. Tout ça. Et c'est l'Argentine aussi. Et pas celle qui est restituée à travers une image de la Pampa, oui, de la Pampa ou de la capitale, dit Mariana. Question. Bon, je vois que le temps va très vite et j'aimerais beaucoup donner la parole au public. Je ne sais pas si quelqu'un a une curiosité, quelque chose à demander. Est-ce que vous voulez demander quelque chose à Mariana? Quelqu'un du public? Hola. Bonjour. Je suis venue parce que j'étais fascinée par ton livre, Notre part de nuit. Et il y a une partie qui apparaît dans le livre, qui est la maison abandonnée, et tu es en train de l'annoncer, et tu commences à l'annoncer jusqu'à ce que tout ce qui arrive. Ça, c'est comme un conte dans un livre. Je voulais savoir quel était le rapport, la relation, comment ça a été. Il y avait d'abord le livre, ensuite le conte, ou comment? Parce que lorsque je l'ai lu dans le roman, c'est une autre dimension. Réponse, oui, c'est plus large. C'est comme si ceci expliquait le conte, oui. Je te l'explique rapidement parce qu'on a peu de temps et ce qui s'est passé était assez spécial. Moi, je n'ai jamais pensé que le conte allait finir le roman. Le roman a 4 parties. Bon, il y en a plus, mais il y en a 4 très claires. Mais dans chacune des parties, il y a une maison. Une maison est importante. Ceci a à voir avec le fait que dans le roman, l'on traite beaucoup avec la propriété, les riches, le patrimoine. Et chaque maison est différente. Dans cette deuxième partie, il me fallait une maison avec plus de gens.
L'on rentre dans la maison et la maison te mange, tu es mangé par la maison, tu ne sors jamais. C'est une métaphore des disparus, mais c'est aussi une métaphore urbaine. Ceci doit fonctionner dans les deux sens. Ça doit être une référence politique, mais aussi une référence de terreur comme Tropos, comme c'est une légende urbaine, une maison qui te fait disparaître. Donc j'ai pensé, comment doit être la maison? D'abord, je veux qu'elle ressemble, qu'elle te donne un peu peur, mais le plus important, que lorsqu'on la voit, il y ait la maison ait une dimension et à l'intérieur, elle soit beaucoup plus grande. C'est comme une dimension bizarre et sinistre de la maison. Et puis, je voulais qu'en apparence, elle soit la maison d'un assassin en série. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y avait des dents et qu'il collectionne des nez, etc. Et lorsque j'étais en train d'écrire à propos de cette maison, qui n'a pas tous ces aspects parce que c'est d'un serial killer, mais j'ai pensé, non, mais en fait, cette maison est déjà écrite, elle est déjà là. J'ai pensé, bon, alors je copie la maison du conte. Et c'était très au début d'écrire le roman. Et alors, j'ai amené la fille. Qu'est-ce qui se passe avec Adela? J'ai vu que beaucoup des personnages sont mutilés. Il leur manque un membre comme à Adela. Et puis, justement, le fait d'avoir ce personnage si tôt dans le roman, ceci a été très inattendu parce que je n'avais aucun plan spécial sur ce personnage. Ceci a été ajouté au tout début. Et en fait, c'est un des bons accidents, une bonne coïncidence de la littérature quand on fait ce déplacement, mais je n'ai jamais forcé. Oui, la question. On le lit avec une avidité, la maison de Adela, et puis comment en plus, il y a d'abord le nom, Adela. Ce n'est pas la même, non, mais on commence à tisser des liens. Ouais, c'est multivers. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas la même fille non plus. Oui, mais on est là fasciné de toute façon. Mariana. Oui, mais ceci a été une coïncidence, vraiment. Il y a une autre question? Là-bas, je ne vois pas très bien depuis là où je suis. Mariana, moi je ne vois rien, jamais. Ah, c'est très beau de t'entendre. Je suis très contente. Moi, c'est ma professeure. Dolores, c'est ma professeure. Ah, d'accord. Il y a un de vos romans qui commence avec une chanson métal. Comment tu écris? Comment vous écrivez? Est-ce que vous avez besoin d'un espace concret, d'être dans la rue avec la musique? De quoi avez-vous besoin quand vous écrivez? Réponse. Mariana. Moi, je suis journaliste. Je suis habituée à écrire dans le chaos. Pour écrire de la littérature, il faut que je sois le matin. Je suis un peu mieux, complètement seule, parce que je n'aime pas être interrompue. Peut-être peut entrer et me dire, bon, il y a le feu dans la maison, ça, il n'y a pas de problème, mais bon, pour d'autres choses, pas. Il vaut mieux qu'il ne rentre pas. Et avec de la musique, normalement de la musique très forte, avec des écouteurs. C'est un peu une folie. Et c'est assez chaotique, très bruyant, des livres partout. Et je crois que ceci a à voir de quelle façon chacun trouve la concentration. Moi, je la trouve comme ça. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Et ceci a à voir avec la pratique d'écrire.
une rédaction. Nous écrivons beaucoup. Maintenant, je suis en train de faire l'édition du supplément. Et ça fait comme ça maintenant à distance et c'est devenu normal. Mais avant, lorsque j'ai commencé à écrire la littérature et journalisme, quand j'avais 20 ans, je travaillais dans la rédaction où tout le monde criait, tout le monde cherchait la machine et voulait la machine à café. C'était un lieu où tout le monde était dopé à la caféine. Je crois qu'aussi à Genève. Donde había mucha tensión, quiero decir, además porque hay mucha tensión en un diario que il y avait une grande tension dans un journal qui doit être fini. Beaucoup d'interruptions. Par exemple, j'écrivais quelque chose et on m'interrompait. Mariana, mais ça, il y a encore ça, il y a encore cette information qui est arrivée. Donc j'étais habituée à produire des textes dans la tension et le bruit. Alors moi, je crée mon propre monde qui reproduit cette forme avec la littérature qui est un processus complètement différent au journalisme, mais il faut aussi s'asseoir et écrire. C'est pour ça que je ne connais pas trop la page en blanc. La terreur de la page en blanc. On ne peut pas dire à un rédacteur en chef d'un journal, ah, j'ai pas eu d'inspiration. Non, parce que tu ne peux pas être là. Oui, parce que, bon, un jour, je peux avoir écrire et après, le jour d'après, considérer que c'est une mauvaise inspiration et je l'efface, c'est tout. Donc, j'ai une relation avec la littérature qui n'est pas solennelle. Et je crois que ceci, on le transmet, on le voit ça. Je me permets de jouer. Je crois que la littérature est aussi pour divertir les personnes. Et j'aime aussi le cinéma de genre. Parce que c'est un divertissement et puis aussi, on veut comprendre. Merci pour la question. Bueno. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos, a ti. Yo te quería preguntar sobre algo que con lo que empezaste. Merci à vous, merci à toi. La charla. Sí. Je voulais poser une question à propos de la relation entre la terreur et ce que nous vivons en Amérique latine. Je pense qu'il y a une différence importante. Quand on lit Stephen King, et tu as une référence très importante sur comment il prend les peurs de la société, mais les peurs que d'autres sociétés vivent peuvent être traduites comme horreur. Ce n'est pas seulement qu'on a peur, mais c'est aussi quelque chose de métaphysique de plus terrible. Donc, j'aimerais que tu me dises comment tu interprètes cela. Réponse, Mariana. Oui, maintenant, je pense que les États-Unis sont dans un état d'horreur, où ils sont en train d'entrer dans un état d'horreur. Avec la limitation des libertés, la folie des armes, la pauvreté, à chaque fois, c'est plus semblable à un pays du troisième monde. Mais ce que je disais de l'incertitude permanente, l'horreur en Amérique latine, c'est l'horreur pour nos corps, parce que tu peux être tué à n'importe quel moment, pas seulement par un assassin ou un voleur, mais aussi la police, l'État. Ça vient des deux côtés. Notre corps est tout le temps en danger.
Il y a une horreur économique, c'est-à-dire de voir qu'il est très difficile d'avoir une vie tranquille et prospère où le thème principal ne va pas être l'argent. Mes amis en Espagne, ils sont étonnés de combien on parle d'argent en Argentine et combien ça a coûté. Et le change, et c'est une obsession. Ici, c'est un tabou, dit l'autre oratrice. Et nous, on ne peut parler que d'argent tout le temps parce que sinon, on n'arrive pas à... C'est une question de survie. Où est la tomate la moins chère? C'est égal d'avoir à marcher. Et puis nous avons une inflation. Moi, j'ai vécu une inflation de 1000%. Et maintenant, on a 8%. C'est beaucoup, mais 1000%, c'est surréaliste. C'est un autre genre littéraire. Et puis, il y a aussi l'horreur les pouvoirs, le laisser-aller, le relâchement des États, de l'État, des pouvoirs étatiques. S'il y a un problème, personne ne s'en occupe. Et avec ça, je finis avec la crise de la Covid. C'était très clair. Pendant que tout le premier monde était en train d'être vacciné, nous regardions et puis on disait « Ah, et nous, quoi? On a un petit peu d'argent. » Et on peut payer. Et les gouvernements ont eu accès aux vaccins de la Chine. Et on s'est rendu compte. Je regardais le journal comme si ceci était un scandale, mais bon, quel scandale? C'est pour ça qu'il y a autant de disparus. C'est un endroit qui existe, mais pour qui? Il existe pour qui cet endroit? Pour qui est-il important? C'est assez spécial. Et puis l'horreur de l'exil. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je vais être sincère, je ne l'ai pas vécu quand j'étais jeune parce que je n'avais pas de passeport. Je n'ai pas pu, mais sinon je serais partie. Et ceci, c'est l'erreur d'une génération qui a beaucoup de lacunes, des gens qui sont partis à cause d'un exil politique ou économique. Et puis, il y a aussi les pays qui ne sont pas Argentine, mais le Brésil, le Mexique, la Colombie, qui ont tous les problèmes paramilitaires, narcotrafic. Et ceci, c'est déjà une chorégraphie, une convivence, vivre avec la mort, la police, tout ceci est différent. Et pour moi, et avec ça je finis, parce que je crois qu'on doit partir, ceci devrait être le contenu de mes histoires, les thèmes que je devais traiter. Je ne pouvais pas parler d'autre chose. La terreur devait avoir comme contenu la terreur que je connaissais. Quelque chose que j'étais habituée, mais que mon cerveau reptilien avait peur encore. Merci Mariana. Il ne faut pas oublier que cette terreur, c'est un code de la littérature de terreur, mais ce n'est pas si direct et je veux que les futurs lecteurs que tu auras voient et pensent qu'ils vont se distraire. Oui, moi, c'est de la terreur et tout. Et c'est ce qui crée cette ambiance, cette tension que nous aimons tellement. Merci beaucoup au public, vous avez été merveilleux. Merci Di Mariana. Merci à Mariana, merci à toi Dolores, merci pour toute cette information. Merci. J'espère ne pas vous avoir torturé. Merci.